Bonjour Joséphine Delpera. Bonjour à tous les deux. Salut Pablo. Salut, salut. Merci Joséphine d'avoir accepté notre invitation. Joséphine, tu es la cofondatrice de l'Observatoire national de l'extrême droite. Tu es aussi l'une des porte-paroles de Génération. Hier, un nouveau cap a été franchi en faveur de la banalisation de l'extrême droite, puisque le philosophe Raphaël Enthoven a déclaré qu'à choisir entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, il opterait pour la candidate du Rassemblement national. Marine Le Pen est donc plus le danger. C'est Jean-Luc Mélenchon le danger aujourd'hui? Oui, c'est assez étonnant, ça se systématise de plus en plus. Tu le dis, Raphaël Enthoven en est un nouvel exemple, un journaliste philosophe qui se disait prétendument de gauche à une époque. Bon, on sait que la digue avec lui a été rompue depuis un moment déjà. Moi, en tant que féministe, ça fait bien longtemps que je sens le danger chez lui. Mais en tout cas, on voit bien que la banalisation de l'extrême droite a inversé le sentiment de danger et que cette partie de la gauche qui envisageait plutôt une alternative Macron serait prête carrément à franchir le pas vers Marine Le Pen plutôt que finalement accepter de mettre en danger son petit statut bourgeois finalement. Je n'ai pas d'autre mot que celui-là. Alors, on va rester sur Jean-Luc Mélenchon. On a vu les accusations qui pleuvent à son encontre quant à ses propos de dimanche qui ont été considérés comme complotistes. Auparavant, ce type d'accusation était réservé à l'extrême droite. Est-ce que ça t'inquiète, ce glissement? Oui, je suis d'accord avec vous. Effectivement, on avait tendance à s'alarmer de chacun des dérapages à une époque de Marine Le Pen et consorts. Maintenant, malheureusement, dans la presse, sur Twitter, via les réseaux sociaux, on voit que les dérapages de l'extrême droite, on cherche généralement à les justifier, à les normaliser, à les expliquer, tandis que ceux de Jean-Luc Mélenchon, maintenant, sont au cœur du réacteur. Et on voit aussi, puisqu'on parle souvent de ça ici chez vous à Regard, que l'union des gauches, finalement, dans ces moments-là, a du mal à serrer les dents et les coudes, pardon, pas les dents, à serrer les coudes et à venir en soutien à Jean-Luc Mélenchon. Heureusement, je crois que ce qui s'est passé hier, malheureusement, avec l'appel au meurtre, finalement, dont il a été victime via le youtubeur Papacito, a permis à la plupart de la gauche de recouvrer ses esprits et de serrer les rangs cette fois-ci autour de lui en le soutenant. On va revenir sur cet appel au meurtre du youtubeur, mais encore un mot. Hier, le ministre Cédric O, chargé du numérique, a déclaré qu'il n'y a aucun parallèle possible entre Jean-Luc Mélenchon et le Rassemblement national, aucun, dit-il. Et il ajoute que Raphaël Enthoven se fourvoie historiquement et politiquement. Tout espoir n'est donc pas perdu. D'après toi, il reste encore des macronistes qui gardent leur boussole? Visiblement, en tout cas, lui, contrairement à des personnalités comme Valérie Pécresse, pour ne citer qu'elle, qui sont capables aujourd'hui de déclarer tranquillement à la télévision que le vrai danger, ce sont les islamo-gauchistes écolos. On voit bien que certains sont encore capables de bon sens. Malheureusement, je ne crois pas que Cédrico soit le plus représentatif de ce gouvernement et on voit bien au contraire qu'un Darmanin qui est capable de rappeler à Marine Le Pen qu'elle est trop molle sur la question du séparatisme est plus finalement illustratif de ce qu'est la politique du gouvernement aujourd'hui. Alors, tu en as parlé tout à l'heure, les insoumis et les communistes ont été la cible d'un youtubeur d'extrême droite, Papacito. L'extrême droite valide la vidéo qui est un appel au meurtre, hein, ni plus ni moins, tuto à l'appui. Sauf erreur de ma part, on n'a pas vu le ministre Gérald Darmanin, dont tu parlais à l'instant, s'en émouvoir. Beaucoup dans les médias et chez les politiques ont parlé même de diversion de la part de Jean-Luc Mélenchon pour dissimuler la polémique dont on a parlé tout à l'heure sur ses propos concernant l'instrumentalisation des faits divers et des faits terroristes. Tu en penses quoi, toi? Mais à nouveau, on revient finalement sur une de vos premières questions, sur la question de l'inversion de la diabolisation. Quand il s'agit de Jean-Luc Mélenchon, qui est victime d'un appel au meurtre qui nous a, je crois, tous glacé le sang en tant que gauchistes catégorisés,
On l'a pris en plein cœur, je crois, cette menace. Lui, on instrumentalise, on fait croire qu'il essaie de se sortir d'un dérapage vers un autre. Je trouve ça effroyable qu'on ne soit pas capable de s'alarmer de ce type de menace. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai tout de suite recoupé avec une vidéo assez glaçante que j'ai entendue de Marion Maréchal-Le Pen il y a quelques temps, qui avait été d'ailleurs partagée par le pseudo-institut de Jean Messia, où elle déclarait tranquillement que s'il y avait une guerre civile, il la gagnerait. Donc on est dans un contexte où l'extrême droite a cessé juste de s'inscrire dans des idées, mais carrément dans des appels à la violence de toutes sortes, et que personne ne s'en offusque. Et ça m'inquiète beaucoup. Est-ce que ça a du sens, Joséphine, encore de parler du front républicain? Est-ce qu'il faut toujours œuvrer à la constitution d'un front républicain aujourd'hui? Je ne sais pas quelle forme il prendrait, ce front républicain. Malheureusement, on accuse souvent la gauche de ne pas vouloir participer à ce front républicain. Or, on voit bien dans les derniers sondages sur les présidentielles que c'est les fameux vilains gauchistes en fait, qui seraient prêts à jouer le rôle de ce front républicain, tandis que la droite, pour partie, a finalement laissé tomber et, comme vous l'avez dit, serait prête parfois à envisager une Marine Le Pen plutôt qu'une alternative de gauche. Je pense qu'il faudra aller chercher ce front républicain chez les gens et pas au sein des partis politiques qui ont malheureusement lâché l'affaire aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que pour les régionales, toi, tu appelles la gauche à s'effacer au second tour pour empêcher l'extrême droite de gagner des régions et donc, du coup, de soutenir la droite si elle est mieux placée que la gauche? Et ce sera souvent le cas, hélas, je pense. Je pense que ça dépendra malheureusement du contexte dans lequel ça s'inscrira. Je pense qu'on a heureusement dans notre pays, pour ces dernières régionales, des personnes responsables à gauche qui ont été capables de s'unir pour être en capacité, contrairement à 2015, de ne pas se faire écraser totalement dans des possibles triangulaires. Donc je pense que ça dépendra vraiment de la sortie des urnes au premier tour. Malheureusement, si on est vraiment, vraiment très loin derrière et que l'union de la gauche écolo n'a pas suffi, il faudra probablement l'imaginer. C'est ce qu'a fait notamment Roxane lundi à ses législatives partielles dans l'Oise. Je pense que c'était un choix courageux qu'il faut être en capacité de prendre, mais il faut être très méfiant. On voit aussi dans certains départements, je crois que c'est en Essonne d'ailleurs, qu'on a des candidats LR qui se présentent avec le soutien affiché du Front National sur leur tract. Donc, donner un blanc-seing à ce type de droite, ça me paraît extrêmement dangereux. Il y a quelques jours, Joséphine, Éric Zemmour a fait un pas de plus dans une interview vers une candidature à l'élection présidentielle. Ça te paraît crédible ? Ça me paraît extrêmement inquiétant et malheureusement crédible aujourd'hui. Je pense que son profil excite beaucoup une partie de la population qui n'irait pas forcément se tourner vers une candidature classique du Rassemblement national qui finalement peut cocher des cases de l'élite de la politique, tandis qu'un Zemmour est capable d'incarner autre chose, malheureusement, quelque chose vu à la télé aussi, dans ces médias qui deviennent référence pour trop de monde aujourd'hui. CNews permet de transcender, je pense, malheureusement, une partie de la population qui ne se tourne plus vers les urnes aujourd'hui et qui risque malheureusement de se reconnaître dans cette candidature. Après, il existe quelque chose en France, moi, qui me rassure un peu. C'est qu'il faut obtenir des parrainages pour se présenter à l'élection présidentielle et que je pense que dans ces conditions-là, j'ose espérer que nos maires français et françaises auront le bon sens de ne pas lui donner le ticket d'entrée. Mais est-ce que tu ne te dis pas que ça pourrait être, enfin, si on regarde la chose de façon très froide et très cynique, presque une bonne nouvelle pour la gauche dans la mesure où ça diviserait l'extrême droite? Ça pourrait empêcher l'extrême droite d'arriver au second tour. Exactement. Alors, ça pourrait la diviser, ça pourrait aussi être une stratégie pour la renforcer et avancer masquée vers le second tour. Je ne sais pas si j'ai envie de tenter ce coup de poker, honnêtement.
On l'a vu ces derniers jours, il y a eu plusieurs vidéos et plusieurs actes racistes qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux. Il y a eu le cas de cette caissière de supermarché qui a été prise à partie par une personne avec des propos extrêmement violents. Il y a eu aussi le cas de cette femme qui parlait depuis sa fenêtre, qui était l'objet de menaces et de propos racistes à son endroit. Ça fait plusieurs mois que l'Observatoire national de l'extrême droite s'est créé. C'est quoi vos principales observations et points d'alerte aujourd'hui? Alors, c'est intéressant les exemples que tu cites parce qu'effectivement, via l'Observatoire national de l'extrême droite, on a lancé une série de démarches à destination d'habitants en fait, qui vivent dans des communes dirigées par l'extrême droite, mais pas uniquement, aussi des personnes qui n'avaient jamais milité et qui se sont reconnues dans notre démarche et qui nous alertent, en fait, qui font un travail de veille vraiment issu des territoires et qui nous font remonter des agressions quotidiennes. Des agressions qui malheureusement ne sont pas filmées tous les jours, mais au bureau de tabac, des réflexions racistes quand on va acheter ses cigarettes, son journal, des réflexions quand on achète tel ou tel journal de gauchiste. Maintenant, le discours est très décomplexé et on a de plus en plus de monde qui se font secouer par des gens qui ne font pas partie nécessairement des militants d'extrême droite, mais qui, dans le climat actuel, se sentent extrêmement décomplexés et en capacité finalement d'insulter. D'être raciste au quotidien et brutal. Et c'est pour ça qu'on reçoit beaucoup d'appels à l'aide de plusieurs villes en France qui demandent à ce qu'on se déplace, à ce qu'on vienne faire des actions de sensibilisation. Donc, il y a une vraie attente. La majorité silencieuse, je crois, de notre pays est encore inquiète et ne veut toujours pas voir l'extrême droite au pouvoir. Maintenant, l'enjeu, ça va être de les convaincre de se rendre dans les urnes et de proposer des alternatives sérieuses face à tout ça. Alors, ce samedi, le 12 juin, plusieurs organisations, associations, syndicats, ONG, partis et médias appellent à marcher pour les libertés contre l'extrême droite. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que tu attends de cette marche? Alors moi, je suis très heureuse de cette marche qui a été initiée dans nos petits cerveaux côté observatoire de l'extrême droite notamment. Je suis particulièrement satisfaite en fait du cadre dans lequel on a réussi à composer cette marche. On avait, Thomas Porte nous le disait hier, plus de 98 organisations et collectifs en fait signataires qui viennent de bords extrêmement différents. Le fait que les médias aussi se soient inscrits dans la démarche, on voit bien qu'on transcende les pures postures politiques. Au début, quand on a réfléchi à ça, certains nous disaient ah ben non, une énième manif contre le Rassemblement national à l'approche des élections, ça ne sert à rien. Et je crois que tout le monde aujourd'hui a parfaitement compris que quand on parlait des idées d'extrême droite, on allait bien au-delà de l'attaque, de la réponse en fait au Rassemblement national, qu'on s'attaquait à la loi sur le séparatisme, à la loi contre la sécurité globale, qu'on s'attaquait aussi malheureusement en réaction aux manifestations des policiers le 19 mai dernier. Donc je pense qu'il y a une belle énergie, qu'on a intérêt d'être très nombreux aussi pour enfin réussir à prouver que cette majorité silencieuse, elle existe, elle est capable de retourner dans la rue et de se mobiliser. J'espère qu'on n'aura pas trop de violence aussi à cette occasion, qu'on va réussir à en faire un temps festif et qu'on trouvera le bon équilibre avec les personnes qui viendront nous surveiller ce jour-là. On a une dernière question pour toi, Joséphine. On entend beaucoup à gauche ces arguments qui consisteraient à dire qu'on est dans une phase où il y aurait une lepénisation de la Macronie et inversement une macronisation de la lepénie. Ce qui conduirait d'ailleurs une partie des électeurs de gauche à ne pas se rendre aux urnes s'il y avait un second tour Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Pour toi, c'est les deux faces d'une même pièce, Emmanuel Macron et Marine Le Pen? Je pense qu'ils se nourrissent assurément l'un de l'autre, ça c'est clair. On l'avait dit chez vous il y a quelque temps, LREM, premier agent de l'extrême droite aujourd'hui en France. Après, je reste convaincue qu'on ne peut pas aller jusqu'à dire que c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Moi, je ferai partie de celles, si jamais on devait se résigner à avoir ce type de second tour, à aller voter.
je ne laisserai pas passer Le Pen dans tous les cas dans une telle configuration. Même si je pense que Macron a considérablement nourri ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays sur les idées d'extrême droite. Merci beaucoup, Joséphine. Merci à tous les deux. À très vite.